Vous êtes sur la télévision nationale. Merci de votre fidélité. Dans une semaine, écoliers, élèves et enseignants reprendront le chemin des classes. Le gouvernement a pris une batterie de mesures pour une rentrée et une année scolaire apaisée. Reste à savoir si ces mesures rassurent les autres acteurs, les enseignants et les parents d'élèves. Ce soir, nous ferons le point des dispositions administratives, financières et logistiques prises par le pouvoir. Nous évoquerons aussi l'introduction de l'anglais dans l'enseignement primaire, l'ouverture des cantines et des classes sportives. Mes invités ce soir, Ignace Vissot, conseiller technique du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Bonsoir, Monsieur Vissot. Bonsoir, Monsieur Marat. Monsieur François Ruedo, inspecteur de l'enseignement du premier degré, assistant du ministre des Enseignements maternels et primaires. Bonsoir, Monsieur Ruedo. Bonsoir, Monsieur Marat. Et Monsieur Maxime Okoundé, porte-parole du Front d'action des syndicats du secteur de l'éducation. Bonsoir, Monsieur Okoundé. Bonsoir, cher ami. Première question que je vais adresser à Monsieur Okoundé. Il y a eu une espèce de polémique d'abord sur la date même de la rentrée, c'est-à-dire le 18 septembre. Le gouvernement l'a décidé, mais certains, j'ai lu sur la toile, les réseaux sociaux, que certains syndicalistes estiment que c'est une violation des textes, vous direz lesquels, parce que il eût fallu faire au moins 75 jours minimum pour reprendre les classes. Est-ce qu'il y a déjà un texte qui régit le secteur et qui dit qu'il faut forcément avoir fait 75 jours de vacances? Merci beaucoup, cher ami. Moi, je salue les invités venus au nom des deux ministères et je salue également les enseignantes et enseignants qui nous écoutent et tous les téléspectateurs de l'OATB. Non, sur la question de la date de la rentrée, je crois que c'est une polémique inopportune. Elle est d'autant plus inopportune que cette date est fixée de manière plus ou moins consensuelle dans le cadre d'une commission qui valide le découpage qui a été proposé l'année passée et qui a été consacré dans l'arrêté interministériel signé par les ministres concernés en date du 21 septembre 2016. Donc la date était connue depuis 1 an. Nos représentants au niveau des bureaux de CSTS, du Conseil sectoriel de l'Éducation sociale, qui nous ont représentés dans cette commission, ont validé les travaux qui ont été faits à ce sujet. Alors c'est vrai qu'il y a ce problème au niveau donc, des vacances, au niveau donc, de la durée des vacances, parce que selon les normes de l'UNESCO, il faut entre 75 jours minimum et 90 jours maximum en termes de grandes vacances. À l'intérieur du découpage du calendrier scolaire... Même s'il y a un consensus, est-ce qu'il y a quand même une disposition qui dit ça? Bien sûr, d'abord le cadre légal, c'est d'abord la loi d'orientation, en son article 54, qui dispose qu'il faut 36 semaines avec organisé donc en trimestre. Et ces trimestres-là, nous aurons donc 4 périodes de vacances. L'article est là, l'article 54. Ça dit que quand même votre consensus l'année scolaire, donc, est allé, disons, en dehors de ces dispositions. Non, c'est pas que c'est allé en dehors de cette disposition. La raison qui avait fondé un peu le forcing pour qu'on fasse la rentrée en septembre est qu'il fallait faire revenir donc la rentrée en septembre conformément aux recommandations qui ont été déjà faites au forum, donc lors du forum sur le secteur de l'éducation en février 2007, réaffirmé également lors du deuxième forum qui a eu lieu en décembre 2014. C'est ça. Alors, il a été recommandé fortement que nous commencions donc la rentrée en septembre. Au niveau du forum de 2007, les périodes ont été fixées. C'est 15 septembre comme date de la rentrée et 30 juin comme date de la période des grandes vacances, de départ en vacances, de manière à ce que si on partit en vacances le 30 juin, au 15 septembre, ça fait effectivement les 75 jours. Ce qui, dans le calendrier de l'année passée, portant l'année scolaire 2016-2017, on a eu droit à 9 semaines, 2 jours, ça fait 65 jours. Donc, on nous a amputé de 10 jours. Mais c'était pour que nous rentrions en septembre, pour que progressivement la date de la rentrée puisse donc être fixée en septembre. C'est ça qui a permis donc de ramener la date de la rentrée autour du 18 septembre, ce découpage et cette date a été accepté par nos représentants qui ont travaillé dans la commission. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas opportun de faire cette polémique parce que une fois que nos représentants ont travaillé, ont validé, nous assumons ce qu'ils ont fait. Si c'est bien fait, nous les applaudissons, c'est mal fait, nous assumons, d'autant plus que nous avons l'opportunité de réagir pour que les ministres prennent un arrêté rectificatif. Ce que nous n'avons pas fait. Donc, ce que nous n'avons pas fait, une année scolaire que nous avons déjà
terminée. Je crois qu'il ne faut pas perdre du temps dessus. On regardera maintenant par rapport à la rentrée 2017-2018, le calendrier de 2017-2018. Nous allons rattraper les normes universelles à ce niveau-là, au niveau donc de l'UNESCO, à savoir que nous respectons ce qui est dit dans l'article 54 de la loi d'organisation. Et au niveau de l'UNESCO, c'est que plus ou moins dans le monde entier, tout le monde part plus ou moins dans le courant du mois de juillet en vacances. Très bien, on va revenir là-dessus. Monsieur Vissot, voyons déjà dans le concret quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement. Vous parlerez évidemment au niveau de votre ministère pour une rentrée, une année scolaire apaisée. Je sais qu'on a annoncé un certain nombre de choses. Subvention de 2017, apparemment c'est déjà libéré. On verra si c'est vrai. Le paiement des arriérés au titre de la subvention antérieure, les primes de rentrée, les mutations des enseignants. Il y a aussi distribution d'un certain nombre d'équipements. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre ministère? Merci, M. Marat. Il faut dire qu'au niveau du ministère des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, nous sommes fin prêts pour aborder une rentrée. Fin prêt, ça signifie quoi? C'est-à-dire que toutes les dispositions sont prises pour que la rentrée du 18 septembre soit abordée dans la plus grande sérénité. À savoir que, bon, parlant des subventions, d'abord, il n'y a pas d'arrêt de subvention. Pour la première fois dans l'histoire des subventions allouées aux établissements d'enseignement secondaire, en fin d'année de l'année scolaire 2016-2017, il n'y a pas eu d'arriérés. Et même les arriérés des autres années ont été libérés. Bon. Maintenant, pour l'année qui démarre le 18 septembre, une avance est déjà positionnée. Une avance pour l'année 2017-2018 est déjà positionnée. Et pour s'agissant des Quand vous dites positionner, ça veut dire quoi? C'est dans les comptes des écoles? C'est quoi? C'est-à-dire que tout est mis en œuvre par le ministère des enseignements secondaires et le ministère des Finances pour qu'à la rentrée, les chefs d'établissement constatent ça. Constatent que les avances sont là. Les avances pour le démarrage des activités. Donc, subvention ne fera pas défaut cette année. Les primes de rentrée. Les primes de rentrée, il y a habituellement, pendant la journée de réflexion pédagogique, il y a un certain nombre de primes qui sont libérées par l'État au profit des enseignants. Je veux aussi, il y a la prime de rentrée, il y a la prime de travaux de nuit, il y a la prime de gratification ou de rendement, oui. Il y a la prime de la journée même, et il y a la prime de zone déshéritée pour certains enseignants. C'est ça. Et cette année, tout a été mis en œuvre pour qu'on appuie les RIB chez les enseignants et les services de la DAF, la direction de l'administration des finances du ministère, appuyé naturellement par le ministère de l'économie et des finances. Et cet appui du ministère des Finances a fait que ces primes-là sont déjà positionnées. Si bien que d'ici là, les collègues vont constater ça sur le compte. En tout cas, avant la rentrée du 18 septembre. J'imagine qu'il n'y a pas de discrimination et que vous devriez confirmer au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires que c'est pareil, c'est ça? Oui, monsieur Célestin Marat, c'est pareil. Et je voudrais répondre à votre question en commençant d'abord par témoigner de ce que notre collègue représentant des partenaires sociaux, oui. C'est heureux qu'il a reconnu effectivement qu'en matière de fixation de la date de la rentrée scolaire, il ne devrait plus y avoir de polémiques. Et s'il lui dit qu'il ne doit plus y avoir de polémiques, je voudrais bien que ce dossier soit clos, que cela passe au passé. Il est clos. Et concernant les dispositions prises par le gouvernement pour préparer la rentrée, une rentrée apaisée, au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires, vous convenez que le ministre des enseignements maternels et primaires et le ministre de l'enseignement secondaire, général, technique et de la formation professionnelle font tous partie du gouvernement, du même gouvernement. Ouais. Et c'est la même rentrée. Et d'ailleurs, ce sont ces deux ministres qui sont signataires de l'arrêté interministériel. Si l'arrêté s'appelle interministériel, c'est parce que le ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire et celui en charge des enseignements secondaires sont tous deux signataires. Et donc, ce qui concerne le secondaire, dans ce cadre-là, concerne également le primaire. Donc, je confirme pour dire que les subventions, la première tranche, qui est le premier trimestre, est déjà positionnée. Quand on dit positionné ou libéré, c'est-à-dire que c'est désormais disponible. Et quand on dit disponible, ça veut dire que cela se trouve au niveau des recettes de perception. Mais ce n'est pas encore dans les écoles.
D'ailleurs, ça n'ira pas dans les écoles. Les subventions ne vont pas dans les écoles. C'est mis à la disposition des écoles. Et comment ça fonctionne alors? Oui, les écoles ne peuvent pas encore l'avoir à partir du moment où la rentrée n'est pas encore effectuée. Et il y a des directeurs qui sont nouveaux et qui vont prendre service d'abord, qui vont prendre possession de leur budget avant de pouvoir l'exécuter. C'est pourquoi, à la date où nous sommes, dès lors que la rentrée n'a pas encore eu lieu, on ne peut pas avoir la subvention au niveau des écoles. Mais elle est disponible au niveau des recettes perception, comme d'habitude. En général, Monsieur Vissot, la question vaut pour vous deux. J'imagine qu'au cours de l'année, il y a eu des mutations ou à la veille de la reprise, il y a eu des mutations. Est-ce que les dispositions sont prises pour les enseignants qui pourraient quitter un lieu pour un autre, acte administratif, toutes les dispositions pour permettre aux gens d'aller dans les lieux où ils doivent travailler? Oui, les dispositions administratives sont en train d'être prises, en tout cas dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle. Je vais parler de la tenue du Conseil consultatif national. Le conseil qui statue sur les créations, les ouvertures, les extensions de groupes pédagogiques. Ça, là, c'est fait. Bon, et cette année, ces vacances-ci ne sont pas des vacances de grand mouvement. C'est chaque 2 ans. Et les vacances passées, l'année passée, étaient année de grand mouvement. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de mutations. Il n'y aura pas beaucoup de mutations. Ce qui est sûr, il y a des mutations au niveau des départements. Les mutations départementales sont déjà faites. Il y a quelques ajustements à faire au niveau national pour les cas pour lesquels on ne peut pas faire autrement, à savoir les cas de malades ou bien les moins de 5 ans à la retraite, disons les cas sociaux. C'est un petit nombre à régler et ces mutations vont sortir en début de semaine. À part ça, il y a les nominations. Cette année, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Il y a quelques postes vacants du fait de retraite ou bien de promotion dans des administrations qui ne sont pas administrations scolaires. Et donc, toutes les dispositions sont déjà prises. Les directions départementales nous ont déjà envoyé leurs propositions. Le cabinet a déjà fait le travail qu'il doit faire là-dessus. Et le projet d'arrêté est allé déjà depuis quelques jours à la cellule d'analyse des arrêtés ministériels et préfectoraux. Donc, on a bon espoir que d'ici demain lundi ou au plus tard mardi, la liste des nouveaux promus sera publiée. Monsieur Okoundé, il y a quand même une question majeure. Certains syndicalistes en ont fait, comme on dit au Parlement, une question préjudicielle. Là, on parle de préalable. Certains disent que pour qu'on ait vraiment une rentrée apaisée, une année scolaire apaisée, qu'il faut régler la question majeure des statuts particuliers du personnel enseignant. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai, parce que je voudrais d'abord dire que une chose est d'effectuer la rentrée et une chose est de disposer de l'année scolaire de manière intégrale. C'est pour ça que nous parlons de rentrée et année apaisée. Voilà. Donc, il faut distinguer les deux. La rentrée, c'est une journée. La journée du 18, c'est la rentrée des classes. À part cette journée, le reste, maintenant, il faut disposer des 9 mois de travail pour que nous puissions conduire l'année à son thème. Et si nous devons conduire l'année à son thème, c'est d'éviter que nous perdions du temps. Et c'est pour éviter que le temps scolaire soit donc entamé ou par des mouvements de grève, de débrayage et autres, sit-in, etc., qui sont des mouvements de protestation qui sont légitimes parce que c'est des problèmes qui sont posés, qui ne sont pas réglés. Pour qu'on puisse éviter cela, nous avons suggéré, proposé et dit au gouvernement qu'il était important d'anticiper sur les problèmes majeurs, les revendications majeures des enseignants qui sont à même de provoquer ce genre de mouvements et d'entraîner des réductions du temps scolaire que nous voulons intégral. À ce niveau-là, les statuts particuliers constituent la revendication majeure, la plus préoccupante, qui, de manière transversale, mobilise les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les décrets 592 et 593 portant statut particulier signé le 21 novembre 2015, portant statut particulier du personnel dans le second degré au niveau du secondaire et du premier degré au niveau du primaire, ont donné un certain nombre d'avantages, de mesures incitatives devant sécuriser la carrière des enseignants, les motiver davantage à la tâche pour que nous puissions travailler à l'amélioration des résultats. Alors, ces mesures-là, nous avons travaillé dans le cadre d'un certain nombre de commissions qui ont été mises en place au primaire comme au secondaire, et nous avons proposé des avant-projets d'arrêté d'application, 8 au secondaire et je crois 7 au niveau du primaire.
Ces différents avant-projets d'arrêté d'application portent sur les mesures incitatives qui concernent la prime en l'indemnité de CREI. Bon, je ne sais pas s'il faut tout citer. Hein. Vous citez l'essentiel. Voilà, l'indemnité de CREI, la prime pour commodité vestimentaire, la prime pour la prime de documentation et d'équipement pour accompagner donc les enseignants dans leurs tâches. Il y a également l'allocation de départ à la retraite. Il y a la prime de qualification professionnelle des conseillers pédagogiques, la prime de qualification professionnelle des inspecteurs. Il y a également les frais d'obsèques. Tout ce que vous citez là, ça vous dit quoi? Que ce n'est pas réglé? C'est l'ensemble des mesures proposées et ces avant-projets maintenant suivent une procédure. Ces avant-projets suivent une procédure et la procédure, c'est que nous avons porté cela validé d'abord au niveau du conseil sectoriel. Que ce soit au secondaire, ça a été fait. Au secondaire, ça a été fait depuis le janvier 2017, le 5 janvier au 3 janvier 2017. Ensuite, au niveau du premier, je crois que ça a été validé tout récemment. La deuxième étape maintenant, c'est qu'on nous avait dit qu'en temps qu'il fallait revoir certaines dispositions de nos statuts qui devaient être mises en conformité avec la loi, la 80-013 portant statut général de la fonction publique, qui est le point d'ancrage de ces deux statuts. Mais à vous entendre, sans vous couper, monsieur Okoundé, à vous entendre, le fait que ces statuts particuliers ne soient pas encore une réalité, apparemment, ce n'est pas la faute du gouvernement, à vous entendre, puisque vous me dites... Non, c'est déjà une réalité. Les statuts sont déjà signés. Ils ne sont pas à l'étape de signature. Nous les avons arrachés au cours de la grande grève de 2015. Qu'est-ce que vous attendez par rapport au statut? Ce que nous attendons maintenant, c'est les mesures à incidence financière. C'est vrai que nous avons déjà eu l'application des 25% dans le cadre des mêmes statuts. C'est dans le cadre des mêmes statuts que les CP, les conseils pédagogiques au niveau du secondaire, seront reversés dans le nouveau corps des CP et leur formation démarre le lundi 11 septembre. C'est dans le cadre donc de ces mêmes dispositions de ces statuts que nous avons rédigé des avant-projets qu'on a soumis au gouvernement. Il reste la grande étape de l'évaluation de chaque mesure. Il reste maintenant également l'étape de l'échelonnement de ces différentes mesures à court, moyen et long terme. Mais ça ne dépend pas uniquement du gouvernement, puisque vous en faites une question, enfin pas vous ici, hein, mais certains syndicalistes disent que c'est un préalable, alors que ça ne dépend pas uniquement du gouvernement. Oui, c'est un préalable parce que c'est pour ça, nous avons pris sur nous volontairement dans le cadre du comité qui a été mis en place par le ministre de l'enseignement secondaire, qui a fait les diligences pour que ce comité travaille dès juillet 2016. Nous avons commencé très tôt au niveau secondaire. Nous avons fini nos travaux, je crois, en décembre 2016. On a soumis cela par une note au ministre qui les a transmis, là où on envoie les arrêtés au niveau de la présidence, je crois. Et nous avons validé ça au niveau de notre conseil sectoriel pour que les collègues soient au courant de ce qui est là, ce qui a été proposé. Je veux que mais nous n'avons pas fini de rédiger parce qu'il en reste encore. Oui, j'attends que ceux qui nous écoutent disent quelle est la responsabilité du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, c'est la signature des arrêtés d'application. C'est le gouvernement qui va les plus les arrêtés interministériels. Mais pour que le gouvernement signe les arrêtés d'application, il faut que vous ayez fini tout le processus. Non. Et ce n'est pas fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le processus, ce n'est pas à nous seulement de faire le processus. Nous travaillons avec les cadres de l'administration. Très bien. Monsieur... Ce n'est pas un travail qui est fait uniquement par les enseignants ou les syndicats. Très bien. Monsieur Vissot, qu'est-ce que vous dites de l'analyse de monsieur Okoundé par rapport à cette question des statuts particuliers du personnel enseignant? Effectivement, c'est une question qui préoccupe pratiquement Parce que vous l'avez entendu, hein, le 18 septembre, c'est pas grave, tout va démarrer, il n'y a pas de problème, mais il se pourrait que l'année ne soit pas apaisée. Oui, la rentrée sera apaisée et nous ferons en sorte que l'année scolaire soit apaisée. En faisant quoi par rapport au statut? En faisant quoi par rapport au statut particulier du personnel enseignant du second degré? D'abord, il a déjà dit que les 25% sur le salaire, c'est déjà une réalité. Il n'y a que la formation des CP, parce que jusqu'à maintenant, les CP de l'enseignement, les conseils pédagogiques, pour être plus précis, de l'enseignement secondaire sont nommés par arrêté ministériel. Mais désormais, ils ne le seront plus. Et comme disposition transitoire des 10 statuts, les CP en exercice, les CP actuellement en exercice, seront formés et reversés dans le nouveau corps des CP. Et désormais, pour accéder à ce corps, ce sera un concours organisé à l'intention des enseignants pour se certifier d'une certaine ancienneté. Alors, parlant des avant-projets d'arrêté, d'application du décret, comme il l'a dit effectivement, le ministre Lucien Kokou a mis sur pied une commission paritaire, administration et partenaires sociaux.
Et on a travaillé d'arrache-pied. C'est le lieu de remercier et de féliciter les collègues partenaires sociaux qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Travail qui a accouché de 8 avant-projets d'arrêter. Alors, mais en tant comme il a dit, il y avait des récriminations par rapport à certaines dispositions des statuts. Et donc, ces dispositions-là, on doit faire en sorte à les arrimer avec la loi 86-013. Et donc, on a dû saisir le comité consultatif paritaire de la fonction publique sans que ça ne soit suspensif du chemin que les avant-projets doivent faire. Ça ralentit quand même la progression, la marche. Et donc, on a travaillé avec les gens de la fonction publique. Et finalement, il y a moins de 2 semaines, on est venu à la conclusion que nos statuts particuliers, en ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement secondaire, n'ont pas si tant de bobos que pour l'instant, il faut les appliquer en l'état. C'est ça qui a fait le déclic, qui a fait que la formation des conseillers pédagogiques va démarrer demain. Et de l'autre côté, il y a les avant-projets d'arrêté d'application du décret qui vont suivre maintenant leur chemin normal. Le chemin, c'est quoi? Le ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle n'a fait que prendre le lead dans l'élaboration des avant-projets. Parce qu'à terme, ces arrêtés sont des arrêtés interministériels. Et donc, maintenant que tout le terrain est déblayé et qu'on doit pratiquer les statuts particuliers tels qu'ils se présentent actuellement, il a parlé de signature d'arrêté d'application. Oui. Le ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle va initier un courrier pour inviter le comité interministériel qui va connaître de cette étude. Ce comité interministériel, outre le ministère sectoriel, notre ministère, va comporter le ministère de la fonction publique et du travail, le ministère de l'économie et des finances, et on va associer les partenaires sociaux du sous-secteur. Et la tâche principale de ce comité interministériel et l'AGI aux partenaires sociaux sera d'évaluer l'incidence financière. Nous parlons au futur. Ça va mettre combien de temps? Non. C'est un futur très proche. Parce qu'eux, ils ont besoin d'être rassurés. Dès lundi, dès demain, la lettre sera initiée, signée par le ministre ou son délégataire de signature, pour inviter probablement les autres membres de la commission pour la fin de la semaine du 18 ou bien au plus tard le mardi. Ça signifie que ça se fera avant la rentrée. À vous entendre. La commission sera convoquée avant la rentrée. D'accord. Mais peut-être que la première vraie séance peut avoir lieu peut-être le lundi de la rentrée ou bien le mardi. Ce qui est sûr, c'est des gens sérieux. Et le gouvernement de la rupture s'est imposé par son sérieux. Et la parole donnée doit être respectée. Très bien. Monsieur Ruido, j'ai lu, je ne sais pas si ça concerne votre ministère ou le ministère de Monsieur Vissot, qu'il y a une question de 3000 enseignants qui ont été recrutés, je crois, en 2016 et qui sont toujours sans salaire. Est-ce que c'est au niveau c'est au niveau des deux ministères? Alors, qu'est-ce qui est fait pour que cette question soit réglée aussi? Oui, c'est la dernière promotion d'agents contractuels de l'État, qui sont des enseignants aussi bien au primaire, à la maternelle, au primaire. Donc ça fait un an qu'ils n'ont pas de salaire. Oui, c'est vrai. Et c'est bien déplorable. Un an qu'ils sont sans salaire et pourtant ils sont en train de travailler. Et puis, nous avouons que c'est difficile, c'est dur d'enseigner à crédit. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été recrutés. Ils ont été recrutés en bonne et due forme, donc dans les règles de l'art, et donc ce sont des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, lorsqu'ils sont recrutés, c'est une procédure pour engager leur carrière. Et je ne soutiens pas le fait qu'ils soient sans salaire, mais je voudrais rappeler que si aussitôt recrutés, ils doivent être immédiatement payés, ça ne peut être qu'une avance sur solde. Ça ne peut pas être déjà les salaires, déjà les traitements. Mais ça, au moins, aurait pu être fait. Bien évidemment, c'est vrai. Et je crois que nous ne sommes pas financiers. Et nous estimons que le gouvernement prend des mesures. Vous rejetez la responsabilité au ministère des Finances? Non, pas tout à fait, pas du tout d'ailleurs. Et vous voyez, c'est quand on recrute des agents, et nous avons fait l'expérience par le passé, et qu'on les met en avance sur solde, ce n'est également pas facile. Et parfois, les avances sur solde, c'est un autre régime.
et qui durent et dont la normalisation finit parfois par être difficile, par créer même des préjudices à l'agent qui est recruté. Nous en avons fait les frais par le passé. Et donc, cette fois-ci, le gouvernement fait quand même bien de contracter en même temps, de conclure les contrats en même temps avec eux. Et donc, les contrats sont signés, ne sont pas en train d'être signés, sont déjà signés. Ça veut dire que la procédure est en train de s'achever. Lorsqu'ils vont commencer par avoir le premier salaire, ça va être définitivement leur carrière qui est engagée. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont commencer à avoir, et apparemment M. Vissot a brûle d'impatience, quand est-ce qu'ils vont commencer par avoir le premier salaire? Je voudrais dire que les agents de l'État dont vous parlez ont été recrutés en décembre 2016. Pratiquement donc à la fin de l'année 2017. Donc ça ne fait pas encore un an. Et il faut dire que ceux du sous-secteur des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle ont pris service effectivement en février 2017. Bon, de février 2017 à maintenant. Ça fait quand même quelques mois. Oui, c'est vrai que c'est difficile de faire tant de mois d'activité sans salaire. Mais il faut dire, et c'est le lieu de féliciter le gouvernement de la rupture, de son président, pour l'effort qui est fait. Parce qu'à un moment donné, le président de la République a tapé du poing sur la table et a fixé un délai à tous les cadres à divers niveaux pour que tout soit à jour, pour que les concernés prennent leur premier salaire en ce mois de septembre, dont le 20 à partir du 20-21. Non seulement ils vont prendre le salaire de septembre, mais ils vont prendre donc là, au moins, on vous prend au mot le 20 septembre prochain. Mais nous sommes des gens crédibles. D'accord. Le 20 de ce mois, ils auront leur salaire. Ils auront le salaire de septembre avec les rappels. Avec les rappels. Oui. Il faut reconnaître que c'est un gros effort. Ils vont faire une très bonne rentrée. Et quand c'est bon, il faut féliciter. Parce que par le passé, ce n'est pas évident d'avoir son premier salaire avant 11 mois, avant 10 mois. Je tenais à préciser ça. Monsieur Okoundé, je crois que c'est rassurant ce qui vient d'être dit, mais il y a aussi la question de fameux arrêtés qui font l'objet de débats au Conseil sectoriel pour le dialogue social. Je ne sais pas s'il s'agit des arrêtés. C'est les arrêtés dont on a parlé tout à l'heure. Ah, c'est les arrêtés dont on a parlé tout à l'heure. Concernant les statuts particuliers. Donc la réponse est apportée. Vous êtes rassuré, c'est ça? Bon, on est rassuré, plus ou moins, parce que tant que la commission annoncée n'a pas démarré, pour moi, rien n'a démarré, parce qu'à ce niveau-là, parce que c'est une attente très forte. Et le gouvernement, dans le cadre donc, du principe de bonne foi, que moi je lui accorde, et je voudrais qu'en retour il accorde ce même principe, et que chacun de nous respecte les engagements pris. Si, au fait, c'est la crise de confiance entre partenaires sociaux et le gouvernement qui est à la base donc, des dysfonctionnements du dialogue social, essentiellement. Parce que justement, lorsque les problèmes sont posés et sont pertinents, je crois qu'on ne doit pas perdre du temps. Et l'UNESCO, d'ailleurs, nous rappelle à cela, qu'en ce qui concerne les enseignants, les problèmes, il faut les traiter avec célérité et correctement. Et cette recommandation de l'UNESCO, qui est la recommandation de 1966 sur la condition du personnel enseignant, les gouvernements doivent relire cette recommandation tout le temps. Parce que c'est dans ce cadre-là que tous les mouvements de débat et autres naissent, dans cette crise de confiance-là. Donc, la parole donnée, le CTA a dit que c'est la parole donnée est respectée. Je veux bien y croire. Et jusqu'à présent, je salue dans les batteries de mesures qui ont été annoncées lors du conseil du 30 août. Il y avait la question des ACE qui a été abordée. Je crois qu'effectivement, le 20, les collègues auront leur premier salaire et le rappel des 7 mois, de février à août 2017. Mais j'ai quand même entendu... Oui, vous avez fini ou vous... Oui, j'ai fini. Donc, sur les arrêtés, c'est la même chose. Il faut qu'on accélère les choses pour que les anciens ne soient pas obligés d'abandonner la craie pour se remettre à réclamer des droits professionnels. Très bien. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas d'arriéré, c'est quand même exceptionnel. J'ai entendu dire qu'il y a plein de mesures qui vont être prises. Mais j'ai écouté un syndicaliste, je n'ose pas donner son nom, il doit être de la COSI quand même, qui dit que les enseignants, du moins certains, sont au salaire il y a 7 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a du retard dans le paiement? C'est vrai. Ça c'est la deuxième revendication majeure dans le sous-secteur secondaire notamment. C'est l'achèvement du processus de reversement engagé depuis 2008. Nous avons coutume de dire que certains collègues, pour un peu blaguer, qu'ils étaient scotchés donc, à la fréquence 105.7. C'est-à-dire que c'est le salaire 105 700 qui n'a pas changé depuis 2008. C'est vrai que nous avons eu quelques avantages qui les ont également impactés,
mais il est important que pour la carrière, que l'enseignant sente qu'il évolue. Donc, jusqu'à maintenant, eux, ils ont... Parce qu'à l'intérieur de ce processus de reversement, il y a plusieurs catégories de problèmes. Il y a d'abord le problème de ceux qui ont des diplômes professionnels obtenus avant le 1er janvier 2008, date donc d'effet de reversement. Et il y a les diplômes obtenus après le 1er janvier 2008 et ceux qui les ont obtenus avant la mise en formation qui a eu lieu en août 2011. Et cette mise en formation a généré donc des reclassements qui sont contestés par d'autres. Donc il y a des problèmes de rattrapage, de reclassement au niveau donc, de ceux qui sont en A3-4 qui doivent passer en A3-5, de ceux qui sont en A1-4 qui doivent passer en A1-5. Je crois qu'on est en train de les appeler pour qu'ils fournissent des dossiers à cet effet, pour que la commission de reclassement qui va servir prochainement puisse traiter ce dossier-là. Il y a également la reconnaissance des diplômes, parce que ceux qui ont acquis les diplômes à titre payant, qui ont payé leur formation dans les écoles normales, pour obtenir donc une qualification professionnelle, qu'ils ont mis au service de l'État. Ils ont travaillé avec ça depuis 8 ans. L'État devrait leur reconnaître. Et à défaut, la solution qui était envisagée aujourd'hui... S'ils ont des dossiers à fournir, hein, là, je oui, parle à la décharge du gouvernement. Ça, c'est pour le reclassement. Oui. Mais pour le reconnaître des diplômes, il y a une solution qui est d'être proposée, qui est de passer par les concours professionnels ou concours internes, hein, à hauteur de 30% de l'effectif qu'on va nous accorder cette année, pour que tous les collègues qui sont dans ce cas-là puissent être donc pris en compte. Mais très objectivement, ça ne dépend pas ça du gouvernement, le fait que les gens soient en retard. C'est le gouvernement qui décide de ça. Mais vous avez dit qu'il y a des actes à produire, Monsieur Vissot. Oui, les actes à poser, oui. Bon, ça c'est le gouvernement qui décide. Oui, quelle est la partition que... Merci, M. Marat. Bon, il y a effectivement des enseignants du secondaire qui sont au même salaire depuis plusieurs années. Depuis 7 ans, pour certains. Ce n'est pas seulement du fait du gouvernement. Parce que lorsque vous prenez des agents avec des diplômes académiques, vous devez les former pour qu'ils aient un diplôme professionnel afin qu'on les mette dans une catégorie bien précise. Dans l'enseignement secondaire, soit vous êtes professeur adjoint, soit vous êtes professeur certifié, soit vous êtes inspecteur et bientôt, soit il y a le corps des conseillers pédagogiques. Les personnes qui sont encore au même salaire, c'est surtout les agents contractuels de l'État, les enseignants contractuels de l'État reversés, que nous avons mis en formation depuis 2011. Formation censée prendre fin décembre 2015, mais qui traîne à finir. Et donc, quand le gouvernement de la République est arrivé, les goulots d'étranglement ont été sautés pour que les choses aillent plus vite. C'est quoi les goulots qui ont été sautés? Les goulots, par exemple, les sommes, les arriérés à verser aux écoles de formation, il y en a 4. Il y a l'école normale supérieure de Nati, il y a l'école normale supérieure de Porte-Nouveau, et l'INIGES de Porte-Nouveau, et l'école nationale INSES de Lokosa. Donc on a réglé ça. Et donc les différentes cohortes ont connu leurs premiers résultats. Mais il se fait qu'il y a des collègues qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu au premier essai. Et donc, on doit les envoyer faire des rattrapages pour pouvoir leur donner une deuxième chance. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement, sur instruction du chef de l'État qui a dit que trop c'est trop. Il faut qu'on finisse entièrement avec la formation des reversés au plus tard le 31 décembre 2017. Et c'est à ça que nous sommes en train de nous atteler. Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a des stagiaires à l'école normale supérieure de Nati-Tengu en train de faire sur les cours de rattrapage plus les compositions. Très bien. Alors, donc, lorsqu'ils vont finir, oui. Ils vont finir et seront admis et ils auront leur décision d'admission définitive, ils vont produire leur dossier et la DAF et le ministère va initier une session de reclassement ou d'intégration pour qu'ils sortent de la précarité pour rentrer dans le corps auquel ils sont destinés. Soit ça peut être le corps des professeurs adjoints ou bien le corps des professeurs certifiés. Très bien. Avant qu'on aborde la question des réformes, j'appelle ça des innovations, notamment l'anglais, avant qu'on aborde cette question, les syndicalistes, du moins les enseignants qui sont à l'intérieur du pays, souvent évoquent la question de la pléthore au niveau des classes. Est-ce qu'il y a une augmentation des classes au niveau du primaire, surtout pour qu'on n'ait pas des effectifs pléthoriques? Oui, merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je rebondis d'abord sur l'élément... Très rapidement. Oui, rapidement, ce que monsieur Okoundé a dit, pour dire que les arrêtés qui sont en procédure de signature
sont des arrêtés pour la plupart à incidence financière. Et comme il a bien dit, il faut faire l'évaluation du coût. Parce qu'il s'agit de nouvelles primes qui n'avaient jamais existé. Et donc, tant que ça n'a jamais existé, ce n'est pas encore un droit acquis. Donc, ils sont encore à la conquête de ce droit. Il faut que le gouvernement évalue ce que cela va coûter. Il faut qu'on regarde pour voir, est-ce que nous sommes en mesure, est-ce que les caisses de l'État sont en mesure de payer? Et si oui, à commencer par quand? Et il a bien parlé de l'échelonnement. Et donc, c'est pour dire que c'est un processus et dès lors que cela a une incidence financière, il va de soi qu'il faut aller doucement pour s'assurer, pour que devenir droit acquis, cela ne tombe encore en désuétude et pour qu'il y ait encore des revendications par rapport à ça. Très bien, les classes. Donc, ensuite, avant d'arriver aux classes, je confirme que les salaires des contractuels qui viennent d'être recrutés sont dans le 7e mois et ont pris service en février. Et donc, un mois sans salaire, c'est trop. Et donc, je ne pourrais pas dire que 7 mois, c'est peu, mais se référant à notre habitude, les gens ont fait 15, 20 mois. D'accord, il a déjà dit. À 7 mois déjà, ouais, je crois il que a c'est déjà déjà dit. très Abordons la intéressant. question des classes. Maintenant, par rapport à la question de l'augmentation des classes. L'augmentation des classes. Oui, vous savez, l'augmentation des classes, lorsqu'on parle de l'augmentation des classes, on touche à la grande question de la démographie au niveau du Bénin. Et donc, notre poussée démographique, notre croissance démographique est telle que nous avons des difficultés à maîtriser la démographie, à maîtriser donc véritablement le nombre d'enfants scolarisables chaque année et le nombre d'enseignants qu'il faut recruter, le nombre de salles de classe. La difficulté est due à quoi? Et donc, oui. Pourquoi on a des experts, on a des statisticiens et on dit on ne maîtrise pas la démographie scolaire? C'est absurde. Pardonnez-moi le mot. Quand je dis la maîtrise de la démographie, je ne dis pas qu'on ne connaît pas les chiffres, on ne connaît pas la statistique. Mais c'est-à-dire que comment est-ce que le Bénin fait en sorte que lorsque nous savons que notre poussée démographique, notre croissance est un taux de... En termes clairs, il n'y a pas eu augmentation de salles de classe cette année. Cette année, il y a toujours d'augmentation puisque de nouvelles salles se construisent. Oui, il y a toujours d'augmentation. D'accord. Mais les écoles ne se créent plus tous les ans, comme mon collègue l'a déjà dit. Et donc cette année, il n'y a pas eu de création de nouvelles écoles publiques. Ok, parfait. Mais il y a eu de construction de salles de classe et ça se poursuit. Parfait. Je vous laisse garder la parole parce que la question qui suit vous concerne directement. Cette rentrée, j'ai parlé d'innovation. Cette rentrée, l'anglais va être introduit dans l'enseignement primaire. Quelles sont les dispositions administratives, académiques, logistiques qui sont nécessaires et qui ont été prises pour l'effectivité de cette initiative du gouvernement? Oui, merci bien. Et cette question... Notre ministre, le ministre des enseignements maternels et primaires, le ministre Saliman Karimou, est revenu là-dessus plusieurs fois à la presse et je vais juste répéter ce qu'il a déjà dit pour dire que l'innovation de l'anglais à l'école primaire démarre à cette rentrée. Et cela fait partie. Et puis, on sait qu'il y a des écoles pilotes. Oui, il y a des écoles pilotes. Il y a des écoles pilotes. Les écoles pilotes, c'est-à-dire les écoles expérimentales, les écoles par lesquelles cette innovation va démarrer cette année. Et c'est sur l'ensemble du territoire? C'est sur l'ensemble du territoire. C'est de façon plus précise. Nous avons, dans chaque département, nous avons 12 départements. Oui. Dans chaque département, il y a 3 communes qui sont concernées. Et dans chaque commune, il y a 6 écoles qui sont concernées. Et donc, 6 écoles par commune, fois 3, ça fait 18 écoles. 18 écoles donc, par département fois 12. Et donc, vous voyez le nombre que ça fait. Merci. Voilà exactement le nombre d'écoles pilotes que nous avons. Et qu'est-ce qu'il y a comme disposition? Les dispositions, matériel, didactique, enseignants. Oui, nous en arrivons. Alors, pour en arriver là, donc, je vous trace rapidement la chronologie. Lorsque le gouvernement a décidé donc, d'aller à cette réforme, il a été question donc, de rechercher qui va mener cette réforme. Nous allons mener l'anglais, nous allons enseigner l'anglais au primaire avec qui? Les instituteurs à l'enseignement primaire, pour ce que nous savons jusqu'à ce jour, ils enseignent toutes les matières en français. Et donc, il faut rechercher ceux qui vont enseigner l'anglais. Là, il faut les sélectionner. Non pas un recrutement. Il faut sélectionner des enseignants qui vont pouvoir s'occuper de cette matière. Et ce fait que, heureusement, nous avons un vivier important. Parmi les instituteurs formés pour la maternelle et pour le primaire, nous en avons déjà plusieurs et des centaines qui sont titulaires d'un diplôme d'anglais et qui maîtrisent l'anglais à l'écrit comme au parler. On a donc organisé un test de sélection, on les a sélectionnés, une sélection assez rude, et on a pris vraiment l'élite des gens qui maîtrisent véritablement, s'il ne tient qu'à cette matière à enseigner à l'enseignement primaire,
une maîtrise. Le nombre suffisant pour le nombre de classes que vous avez Oui, évoqué? pour ce nombre de classes, comme je vous l'ai dit, puisque dans une commune, nous avons 6 écoles, on a il y a déjà fait un le enseignant. calcul. D'accord. Il y a un seul enseignant pour la commune. D'accord. Et donc, nous avons 36 enseignants qui sont expérimentateurs. Les 36 sont déjà sélectionnés. On les a mis en formation. Vous pensez que c'est suffisant? Je vais avoir l'avis du syndicaliste, mais vous me dites un enseignant par commune. Oui, oui, non. Ce n'est pas par classe. Non, ce n'est pas par classe. Monsieur Okoundé, oui, je l'explique en même temps. D'accord. Oui, un enseignant par commune, je dis quoi? Nous avons 6 écoles dans la commune. Donnez-moi un... Ah ben, Tukuntuna. Bon, Tukuntuna, très bien. À Tukuntuna, par exemple, je peux vous préciser que nous avons l'école centre de Tukuntuna, nous avons l'école de Tampatou, nous avons l'école de Tektibayaou, qui est sur la... Et je connais parfaitement les distances sur ça. Comment le monsieur, son calendrier est fait pour qu'il aille de village en village pour donner les cours d'anglais. Oui, tout à fait. À l'école urbaine centre de Tukuntuna, nous avons 4 groupes ABCD. Oui. L'école de Tampatou, c'est une école à un seul groupe, donc à 6 classes. L'école de Tektibayaou, c'est une école à 6 classes. Et Tampatou est séparé de l'école centre de Tukuntuna d'environ 2 km. Tektibayaou ne fait pas 3 km. Et donc, l'école la plus distance ne fait pas 5 km. Et j'imagine que le même schéma est partout, dans tous les départements. Dans tous les départements. Il n'y a pas une seule école d'une extrémité à une autre qui soit séparée de 5 km. Pour que l'enseignant puisse se déplacer facilement. Oui, tout à fait, puisque on a tenu compte de cela également. Il doit se déplacer pour passer d'une classe à une autre dans un rayon dont les écoles sont totalement voisines. Ils ne vont pas attendre 7 mois pour avoir leur salaire. Ce sont d'abord déjà des enseignants titulaires qui sont déjà dans des classes, qui ont déjà leur numéro matricule, ils ont leur salaire régulier. Et le fait qu'ils sont sélectionnés comme des expérimentateurs d'anglais ne modifie rien à leur carrière. Ça signifie quoi? Ça ne sera pas un surplus de travail pour eux? Ce ne sera pas un surplus de travail à partir du moment où ils vont faire l'anglais exactement les jours ouvrables et les heures ouvrables. Et donc, les autres enseignants ont 6 heures de cours par jour et 4 heures dans la journée de mercredi. Et les enseignants expérimentateurs d'anglais également auront 6 heures de cours par jour et 4 heures de mercredi, exactement comme les autres, comme les collègues. Monsieur Okoundé, votre réaction par rapport à cette initiative, elle est louable, elle est bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est louable puisqu'elle est arrimée à la loi d'orientation de l'éducation qui, en son article 8, dispose que l'anglais doit suivre la langue française. Ça dit exactement ceci, l'enseignement est dispensé principalement en français. Maintenant, votre regard par rapport aux dispositions annoncées. Bon, les dispositions annoncées, je crois que la démarche pédagogique, les intrants et puis le syllabus qui va être dispensé, tout ça là existe déjà. Et que les collègues sont formés et rodés pour que ce n'est pas de l'anglais extraordinaire, compliqué qui doit se faire à ce niveau-là. Parce que c'est l'anglais de base pour qu'ils sachent lire et écrire progressivement, pour que déjà au secondaire, ça puisse être parfait et renforcé pour que ça s'améliore. Mais je dis bien, le gouvernement légalement est fondé à le faire, puisque c'est prévu. Mais ce qui me gêne aussi, ce qui me gêne dans cette réforme, et je voudrais que le gouvernement aille loin, c'est que pour rester dans l'esprit de l'article 8 de la même loi d'orientation, reste la portion langue maternelle. Je sais qu'il y avait déjà en 2015, M. Ouedo va nous confirmer cela, il y avait déjà au niveau du projet Élan l'expérimentation de l'introduction des langues nationales, dans le système éducatif formel. Et ça devait être donc à titre expérimental prendre en compte un certain nombre d'écoles. Ça devait prendre fin, je crois, en 2016, et une évaluation devait intervenir avant de passer, probablement sur la base donc, du diagnostic, tout ce qui va être fait au niveau de cette évaluation-là, à la phase de généralisation. Ce qui m'embête, c'est que, concomitamment, c'est une langue étrangère, l'anglais. Mais c'est une décision stratégique parce qu'il y a le Nigeria, le Ghana, du point de vue économique, du point de vue de l'intercommunication, oui, mais il faut introduire le langue nationale au même titre. Il faut achever le processus qui est engagé au niveau du projet Élan et des expériences au niveau de certains acteurs privés, comme le projet PAFE et tout ça là, pour que les langues nationales soient véritablement introduites dans l'éducation. On a compris votre message. Je ne vais pas laisser monsieur réagir par rapport à ça. Il nous reste très peu de temps, mais je vais juste poser une question. L'expérimentation va durer combien d'années, la phase pilote? Très rapidement. Nous venons de commencer. Et les enfants qui commencent le CI, c'est pour finir le cycle primaire 6 ans plus tard. Donc, au CM2. Donc, oui, bien sûr, l'expérimentation va se poursuivre. Et en cours de route, le gouvernement pourra également réajuster pour voir, puisqu'il y a la possibilité de faire de l'extension avant la généralisation. Très bien. Mais l'option n'est pas encore prise. Une autre initiative très récente d'ailleurs, prise par le gouvernement, c'est les classes sportives. Qu'est-ce que c'est, M. Visson?
Merci, M. Marat. On veut créer des écoles pour des footballeurs professionnels de demain, des athlètes célèbres de demain, des Usain Bolt de demain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une initiative du ministre des Sports, M. Omeki, que je salue en passant. Une initiative à laquelle a adhéré rapidement le ministre des Enseignements secondaires, M. Lucien Kokou. En fait, les classes sportives, c'est au niveau de nos collèges et de nos lycées. Et le pays sera scindé en 80 zones. Cotonou seul contient 4 zones. Et à part Cotonou, il y aura une zone par commune dans les 76 autres communes. Ah, donc c'est comme l'autre expérience, c'est tout le territoire. C'est tout le territoire. Pour ça, c'est tout le territoire. Et des détentions seront faites. Des détentions seront faites de talent. Pour qu'on découvre en nos adolescents, en nos jeunes, des talents. Qui en football, qui en handball, qui en basket, qui en sport individuel. Et des jours, des créneaux seront consacrés à ces activités sportives. Si je ne raconte pas n'importe quoi, je sais qu'il y a mercredi après-midi, il y a vendredi après-midi et probablement samedi ou bien un jour de dimanche. C'est une bonne initiative, M. Condé? C'est une bonne initiative parce que les activités culturelles avaient disparu et puis on a souhaité que ça revienne. Parce que vous voyez un peu dans l'évolution de nos apprenants, il y a certains qui, faute de bonne orientation scolaire, échouent dans l'enseignement général et puis ils sont rejetés du système. Alors que le système éducatif ne doit pas produire des échecs. Et donc, je crois que l'entrée de ces activités sportives et culturelles permettront donc à des talents de s'éclore et d'exploser pour que nous puissions avoir également une filière d'emploi pour ceux qui auront donc à sortir de là. Mais il faudra également que le recadrage se fasse parce que nous avons déjà au niveau de nos établissements secondaires, même au primaire, ce que nous appelons les UASS, les unions, les associations sportives et scolaires. Donc, il faudrait que la direction qui s'occupe de ces mêmes activités au niveau donc, du ministère des Sports, on puisse trouver donc un bon arrimage pour que la synergie puisse régner entre donc, ces structures qui existent au niveau de nos ministères et là-bas, pour que nous n'ayons pas donc une guerre de structures. Parce que là où il y a l'argent, très souvent dans notre pays, là où il y a l'argent, il y a des possibilités donc d'avoir de l'argent. Très souvent, il y a toujours des problèmes. Donc il faut que le gouvernement règle correctement ce problème-là pour que ceux qui auront à charge donc, de conduire, d'encadrer les enfants, d'encadrer donc nos apprenants et autres là, soient des gens, soit sous la coupole directement de nos ministères pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais en tout cas, trouver la synergie qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème autour. Je vous gardez la parole. Là, je parle d'une mesure annoncée par le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales qui a dit que, enfin, il y a quelques jours, elle a annoncé une mesure salutaire, hein, le suivi de carrière, ce qu'on appelle l'accès, comment ça s'appelle, dématérialisé aux actes de carrière, c'est-à-dire que de façon numérique, un enseignant, je prends le cas des enseignants parce qu'ils sont plus nombreux, mais ça concerne tous les agents de l'État. Les enseignants pourront de loin consulter donc, les actes administratifs, leur carrière par téléphone. Comment est-ce que les syndicalistes ont salué ça? Non, c'est une bonne chose. On ne peut qu'applaudir ça parce que nous sommes à l'ère donc, du numérique et nous ne pouvons pas échapper à cela. Je crois que la modernisation donc, de nos structures administratives doit passer par là. Et si cette dématérialisation donc, est effective et que les enseignants ne seront plus obligés d'abandonner les salles de classe pour venir suivre des carrières pour un dossier ou juste un papier, c'est déjà heureux. Mais il faut que ça marche pour que, justement, chacun fasse son travail pour que les enseignants restent en classe pour travailler de manière sereine, travailler sans que la gestion de leur carrière ne souffre d'aucune légèreté. Donc, si nous attendons l'opérationnalisation pour voir comment ça va se passer, et que si chacun peut avoir accès à cela, et surtout là, les avancements, les reclassements, on ne soit plus obligé de produire les mêmes actes qui sont donnés par les mêmes administrations qui nous donnent les actes, et c'est les mêmes administrations qui nous réclament les mêmes papiers. Très bien. C'est l'aberration. Monsieur Ruedo, avant qu'on fasse le dernier tour de table, ça va être la dernière préoccupation. Cette année, j'ai lu dans la presse qu'il y a eu encore des directeurs d'école, on parle de 82, qui ont obtenu encore 0% à des examens. C'est dû à quoi? Apparemment, c'est quand même une baisse par rapport à la situation antérieure. 82, apparemment,
Voilà, on était à 300 et quelques. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des sanctions toujours par rapport à ces directeurs? Oui, c'est vrai, la remarque est pertinente. Les directeurs qui ont donné 0% au CEP 2017 sont au nombre de 82. Et comparativement à l'effectif de l'an dernier qui était de 618. Et donc nous sommes passés de 618 à 80, à moins de 100. Donc c'est une avancée à saluer. Mais au même moment, ce n'est pas une fierté. Et lorsque vous nous posez la question au niveau de notre ministère, est-ce qu'il y a des sanctions? Ce n'est pas de gaieté de cœur que le ministre prend des sanctions pour décharger des directeurs en qui il avait placé sa confiance et qu'il a nommé comme étant des représentants du ministre au niveau de la base. Vous êtes en train de me dire qu'ils vont être déchargés? Oui, absolument, puisque c'est une mesure qui se poursuit. Et désormais, il y avait un peu de polémique l'an dernier, mais désormais, il y a un arrêté qui le fixe, qui est déjà en vigueur. Et donc, l'arrêté dit que tout directeur d'école primaire qui présente un taux de 0% au certificat d'études primaires est systématiquement déchargé de son poste de directeur, de sa fonction de directeur. Il continue toujours d'être enseignant. Et il n'est pas rétrogradé, il a toujours son salaire. Pas du tout, pas du tout. La seule sanction, c'est quand le ministre lui retire sa confiance. Très bien. Monsieur Koundé, c'est le dernier tour de table, on l'a dit, hein, c'est peut-être synthèse qu'il faut faire. Comment faire pour que l'année ne soit pas perturbée? Et la deuxième question, vous allez faire la synthèse sur les deux, c'est quoi la suite du dialogue social avec le gouvernement? Ok, merci beaucoup. Je crois que le défi majeur, ce n'est pas la date de la rentrée, ce n'est pas la rentrée 18, c'est disposer de l'année scolaire intégralement apaisée. Et ce défi-là doit être un défi commun et avec les syndicats et avec au niveau donc de l'administration, donc de l'État employeur. Alors si ce défi est commun, il va falloir donc qu'on se donne les mains pour qu'on puisse arriver donc à atteindre donc cet objectif-là. En faisant quoi? Premièrement, c'est ce que nous disons, la première chose à faire, c'est régler la question de la motivation des enseignants à la tâche. Et cette motivation des enseignants à la tâche inclut premièrement et prioritairement la signature des arrêtés d'application des statuts particuliers du primaire et du secondaire, et que nous puissions échelonner à court, moyen et long terme pour savoir déjà à court terme, dans le cadre du budget 2018, qu'est-ce qui va être pris en compte. Nous sommes également heureux que déjà au niveau du secondaire, j'espère que le primaire aussi va le faire la même chose, que désormais nos représentants, les partenaires sociaux, nos représentants seront associés au processus budgétaire. Et s'ils sont associés au processus budgétaire, c'est un pas pour renforcer le dialogue social à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut achever le processus de reversement au niveau donc des ACE. On a dit que la formation va prendre fin pour les recalés, les retardataires. Les négociations vont se poursuivre? Les négociations doivent se poursuivre d'abord pour fixer le cadre de la commission qui va évaluer et échelonner donc les projets. Et les autres doivent se poursuivre parce qu'il reste les questions de mise en formation. Il reste la situation des vacataires. On ne va pas revenir sur tout le débat. Mettez un point à votre conclusion. Donc, ma conclusion, c'est de dire simplement que bonne rentrée à tous les enseignants et enseignantes. Nous avons le défi majeur de faire en sorte que l'année soit apaisée. Mais si l'année doit être apaisée, ça incombe aussi bien à l'État employeur d'abord et aussi à nous aussi qui doivent faire en sorte que le dialogue social marche et soit fructueux. Monsieur Wedo, votre mot de conclusion à cette émission. Et le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, en m'envoyant à cette émission, me charge de dire aux enseignants que les promesses seront tenues, les promesses du gouvernement seront tenues. Et ce qui a été dit de commun accord et solennellement proclamé au Conseil sectoriel pour le dialogue social sera respecté. Et puis remercier les partenaires qui de plus en plus tiennent un dialogue avec beaucoup plus de discernement. Ensuite, aux parents d'élèves, il me charge de leur demander d'être rassurés et que la rentrée aura lieu. Et leur demande également de s'impliquer davantage et de sortir, de s'éloigner un peu plus de cette conception de la gratuité de l'école qui les amène parfois à banaliser l'éducation parce que c'est gratuit. Et donc, la contribution des parents d'élèves est toujours attendue et non pas de façon à privatiser, à donner l'impression de privatiser l'école, mais toujours on a besoin de leur contribution. Ensuite, pour les élèves, ça va être... Oui, pour les élèves, on leur souhaite bonne chance, beaucoup de courage. La rentrée aura lieu le 18. Les partenaires l'ont dit, et nous sommes contents de l'entendre, et l'année scolaire également sera apaisée. Monsieur Vissor, votre mot de conclusion. Merci, Monsieur Marat. Et au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires,
technique de la formation professionnelle, le dialogue n'est pas rompu. Les portes du ministre sont ouvertes à plein temps aux partenaires sociaux. Eux-mêmes peuvent témoigner. Et c'est le lieu de dire, c'est le tout premier ministère dans lequel le ministre a pris une note pour instruire tous les directeurs techniques à ce que les partenaires sociaux du CSDS, Conseil sectoriel pour le dialogue social, soient associés à toutes les étapes d'élaboration du budget et que en aval, ils soient aussi associés. Alors, je voudrais dire que dans notre sous-secteur, il y a beaucoup de problèmes sur lesquels nous sommes en train de réfléchir. Problèmes de carrière, les diplômes non reconnus, le cas des instituteurs mis à notre disposition qu'on doit envoyer en formation. Je voudrais utiliser votre canal ici pour dire au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Lucien Kokou, que progressivement, si on se donne la main, les problèmes seront réglés. Merci. Et nous n'avons pas le choix, parce que pour l'année qui vient de s'écouler, les résultats ont été relativement satisfaisants. 50% au BPC, 41, quelque chose au bac. C'est un résultat un peu satisfaisant, même si dessus on aurait souhaité mieux. Merci. Donc je voudrais leur demander, je voudrais leur demander l'indulgence qu'on travaille, que le tas d'apprentissage soit restauré pour que nous maintenions le cap, sinon faire mieux. Merci infiniment. Rentrée scolaire, mesure pour une année apaisée, c'était le thème de notre émission à quelques jours de la rentrée scolaire. Il y avait dans cette émission autour de la table Ignace Vissot, conseiller technique du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, François Ruedo, inspecteur de l'enseignement du premier degré, assistant du ministre des Enseignements maternels et primaires, et M. Maxime Okundé, porte-parole du Front d'action des syndicats de l'éducation. Merci à tous, merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout. Bonne suite des programmes de l'ORTB.